bonjour à tous et tous. Donc, ravi. On garde la bonne humeur, c'est l'essentiel. Vous inquiétez pas, le temps qu'on a perdu, on va le rattraper après. Si ça coupe, on se reconnectera maintenant qu'on sait comment il faut faire. Donc, Muriel, on a pris l'habitude de prendre on a mis en place ces petits lives pour parler justement de tout ce qui concerne l'objet de l'association Colosse Pied d'Argile, mais qui rejoint aussi la tienne, mémoire traumatique et victimologie. Donc on avait commencé avec Andrea Bescon, qui est une amie, une sœur de banquise, comme elle le dit si bien. Ensuite, on a fait avec le problématique avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a l'honneur de t'avoir avec nous pour répondre aux victimes et tu nous parleras de l'amnésie traumatique, de la dissociation traumatique, de tout ça. On va parler de comment se reconstruire, quelle méthode pour les enfants, quelle méthode pour les adultes qui est la plus appropriée. Les mécanismes d'autodestruction comme j'avais mis en place et que tu vas pouvoir commenter. Je vais faire aussi un rappel des numéros d'urgence parce que on s'est rendu compte, alors on est en soutien du 119, mais le problème c'est qu'il faut rappeler aux gens que le 119 concerne uniquement les enfants en danger. Le 119 n'est pas là pour régler les conflits de voisinage, chercher des hébergements ou autre. Donc, vous saturez le 119 avec des questions qui n'ont rien à voir avec la violence faite aux enfants. Donc, c'est dommage. Donc, on va rappeler à la fin les numéros d'urgence parce qu'il y a vraiment de tout qui arrive au 119 et c'est dommage de prendre la place de gamins qui ont vraiment besoin d'aide eux. Donc, Muriel, je te laisse te présenter, notre chevalier d'honneur aujourd'hui, donc psychiatre et puis spécialiste de la victimologie et la traumatologie. Oui, voilà, donc je crois que tu m'as bien présenté, spécialisée dans tout ce qui est prise en charge des victimes de violences et qui ont présenté des troubles psychotraumatiques. Donc, et je suis présidente. En plus, je suis présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie, qui est une association qui lutte contre les violences, qui est là pour la cause des victimes, pour améliorer la prise en charge, pour améliorer les lois, pour changer la donne, en fait, remettre un peu le monde à l'endroit par rapport aux violences et surtout donner un maximum d'informations, de ressources. Et les chiffres surtout qui sont importants que tu donnes chaque année à peu près et qui voilà, les chiffres parlent et c'est important de pouvoir montrer ces chiffres. Moi quand je le fais, je me sers de tes chiffres quand je suis en réunion publique ou en formation et à la fin ce qui ressort c'est on est impressionné par ces chiffres, on n'était pas au courant et merci pour ces chiffres que tu arrives à sortir et qui sont importants pour la protection de l'enfant. Voilà, oui, donc on a essayé de faire plusieurs enquêtes, hein, dont la dernière en 2019, là en octobre 2019, pour justement effectivement faire vraiment un focus sur la réalité des violences, avoir les chiffres, savoir ce qui se passe, et puis les conséquences, et surtout faire en sorte que tout le monde sorte du déni en fait, et d'un déni, d'une culture, d'une omerta, et puis d'une culture du viol aussi où on est tout le temps en train d'inverser les culpabilités, où il y a plein de stéréotypes, d'idées fausses, de fausses représentations sur les victimes, où on va mettre en cause les victimes au lieu de mettre en cause les agresseurs. Et puis là aussi la lutte contre l'impunité, c'est-à-dire que vraiment toutes les violences puissent être poursuivies et que les agresseurs soient condamnés. Mais pour ça, il faut que les victimes ne soient pas seules et abandonnées, il faut qu'elles puissent parler, qu'on puisse aller vers elles pour savoir ce qui leur arrive. Quand il s'agit d'enfants, c'est encore plus difficile que pour des adultes de pouvoir parler, bien entendu. Alors, j'ai vu où c'est qu'on trouve ces chiffres. Vous allez sur le site de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Vous allez voir tous les chiffres. Il est très bien leur site également. Vous allez en retrouver également sur les colosses. Mais vraiment, les chiffres et les infographies que vous publiez sont vraiment très, très intéressantes. Et nous, on s'en sert vraiment pour travailler au quotidien. Donc, déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une amnésie traumatique, la dissociation traumatique? En fait, tout va se regrouper. Oui. Tout ça, c'est lié à un choc traumatique au moment des violences. On est très vulnérable aux violences. C'est universel. En fait, il y a une conséquence comme une blessure, mais au niveau du cerveau,
qui est lié aux violences que l'on subit. Et c'est comme s'il y avait un court-circuit dans le cerveau à partir du moment où on est confronté à un stress extrême, où on ne peut pas réagir parce qu'on est sidéré. Ça aussi, c'est important, la notion de sidération. C'est-à-dire que c'est vraiment l'agresseur avec sa cruauté, avec la terreur qu'il génère, et aussi avec le côté inhumain de ce qu'il est en train de faire, qui va bloquer complètement la victime, la sidérer, la paralyser. Et du coup, elle peut pas réagir, mais son cerveau non plus ne peut pas réagir. Il y a une sorte de stress qui envahit entièrement le cerveau et qui pourrait en fait faire mourir la personne tellement son cœur ne va pas supporter, son cerveau ne va pas supporter. Et du coup, il y a un mécanisme un petit peu exceptionnel, un peu comme dans un circuit électrique qui serait en survoltage, qui se met en place pour sauvegarder à la fois le cœur, le cerveau, donc pour sauvegarder la vie, et qui va faire disjoncter le système pour que le stress s'arrête. Le stress qui est incontrôlable, en fait. Donc, c'est ce que les victimes ressentent. Elles sont paralysées, elles peuvent pas réagir, elles ont l'impression qu'elles vont exploser, que leur cœur va s'arrêter. Et puis, d'un seul coup, elles peuvent avoir l'impression d'être complètement déconnectées. Un peu comme si elles plus là. C'est exactement ce que j'ai subi, moi, donc à l'âge de 11 ans et demi, sur la première agression sexuelle que j'ai subie. J'étais dans cet état de sidération. Donc, j'étais là physiquement, mais j'étais déconnecté, mon esprit était ailleurs. Et à chaque fois que je remontais dans cette voiture, je commençais une sidération qui, au moment de l'acte, est arrivée et disjonctée. C'est exactement ça. Et du coup, cette disjonction, cette dissociation qui est donc un mécanisme de sauvegarde que met en place le cerveau, parce que sinon, ça serait vraiment des atteintes neurologiques très importantes, donc ça bloque ces atteintes-là, mais ça fait qu'on a un sentiment de plus être là, d'être quasiment un peu comme si on était mort, comme si on était spectateur de la situation, comme si on n'était plus dans son propre corps en fait, et on est complètement anesthésié émotionnellement, on ne ressent plus rien, c'est ce qui permet de survivre. Mais ça va pas faire que ça, ça va aussi entraîner toute une interruption du circuit de la mémoire. Et du coup, à partir du moment où ça a disjoncté, où on est comme ça dissocié, toute la mémoire de l'événement va être bloquée, elle va pas être intégrée normalement dans le cerveau, elle va pas devenir une histoire en quelque sorte, elle va rester bloquée en l'état. Et ensuite, ça va faire comme une machine à remonter le temps infernal, où on va revivre les violences à l'identique, comme elles ont lieu, avec les mêmes sensations, la même terreur, les mêmes bruits qu'on réentend, les odeurs, tout est revécu à l'identique. Et voilà. Alors moi, il y a un phénomène que je ne peux pas expliquer parce que je ne l'ai pas vécu, parce que et encore, moi je me rappelle vraiment de tous les actes que j'ai subis en détail. J'en parle dans mon livre quand j'ai fait mon livre là, quand je l'ai commencé en août 2018. J'avais mais vraiment tous les détails. Donc l'eau qui ruisselait sur le pare-brise. Je me rappelle même le jogging que j'avais de marque Adidas. Il était noir avec écrit Adidas en violet. J'ai du mal à comprendre l'amnésie, ce que c'est, puisque je ne l'ai pas vécu et j'ai du mal à comprendre comment on ne peut, surtout quand c'est des violences qui sont commises pendant des années, comment on arrive à faire le cerveau pour nous protéger, comment il arrive à cette amnésie. Oui, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que à la fois, il va y avoir cette dissociation traumatique, cette déconnexion, et à la fois cette mémoire traumatique qui se met en place. Mais en fait, la dissociation, tant qu'elle est très présente, tant qu'elle est très envahissante, et le plus souvent, c'est quand la victime est tout le temps confrontée à l'agresseur, qu'elle le voit continuellement, qu'elle vit avec lui, par exemple, et qu'elle est tout le temps en danger, son cerveau est tout le temps en train de disjoncter, en quelque sorte. Et la dissociation, ça fait comme si on était dans un brouillard intense, et plus rien n'est retenu, quoi. Tout disparaît dans un brouillard. C'est pas que ce n'est pas là, mais ça n'est plus perceptible. On n'y a plus accès. On va pas bien, mais on ne sait pas pourquoi. Et quand la dissociation reflue, quand le cerveau arrête de disjoncter, c'est à ce moment-là que du coup, la mémoire traumatique peut complètement de nouveau envahir la personne et on ressent comme une sorte de tsunami, on revit l'événement. Donc en fait, c'est les mêmes mécanismes, sauf que cette dissociation traumatique, elle est vraiment très intense chez les enfants et plus les enfants sont petits, plus ils vont la présenter. C'est à peu près 40%
donc 4 enfants sur 10 qui aient subi des violences sexuelles va avoir une amnésie traumatique qui peut durer plus d'1 an, voire 10 ans, voire parfois 20 ans. Et s'il a moins de 10 ans et si c'est à l'intérieur de sa famille, c'est plus de 60%, 6 enfants sur 10. Plus l'agresseur est proche, plus il est tout le temps présent, plus il va continuellement activer cette disjonction du cerveau, plus l'enfant va être déconnecté dans un mécanisme de survie où il ne va plus rien sentir. Et quand on sait bien que, par exemple, la mémoire, elle fonctionne avec les émotions. C'est-à-dire que si là, je te dis, Sébastien, on est le 23 avril, le 23 avril 2016, qu'est-ce que tu faisais? Tu vas avoir beaucoup de mal à me dire ce que tu faisais. C'est compliqué, tu te revois pas le 23. Sauf si c'était la naissance d'un enfant, sauf si c'était un événement vraiment important ou la mort d'un proche, ou si je te dis le 13 novembre 2015, bien entendu tu vas savoir ce que tu faisais le soir à 10 heures parce que tu t'en rappelleras. Donc c'est les émotions qui nous permettent d'avoir une bonne mémoire autobiographique. Quand il n'y a plus d'émotions, quand on est déconnecté de ces émotions, tout est dans le brouillard, tout est gris, tout est identique. Et c'est le problème de la dissociation, c'est que même les violences paraissent irréelles, comme si on les avait pas vraiment subies, comme si elles n'étaient pas si graves, parce qu'on ne ressent pas la douleur, on ne ressent pas les sensations. On peut avoir même parfois quand même des images qui passent, mais on ne comprend pas d'où elles viennent. Et puis comme elles sont pas connotées, comme elles sont pas associées avec les émotions, bah c'est pas si important que ça. Ou on peut se dire que on est en train de rêvasser ou que c'est que ça n'a pas existé en fait. Et c'est quand enfin les enfants sont protégés, ils sont un peu éloignés de l'agresseur, ou quand ils sont moins souvent avec le système agresseur, c'est à ce moment-là qu'ils se reconnectent et que du coup ils peuvent vraiment retrouver des souvenirs extrêmement précis, parce que cette mémoire traumatique, elle est effectivement comme comme un film très précis, des photographies. Elle est à l'identique avec des détails comme tu décrivais. Et ça, c'est le problème, c'est que tant qu'on est à l'intérieur du danger, on est complètement déconnecté. C'est comme si finalement on arrivait à le tolérer ou on arrivait à y survivre. Et quand on est enfin protégé, c'est à ce moment-là souvent que tout s'écroule et qu'on a des douleurs pas possibles, un mal-être pas possible. Et avancer avec une mémoire traumatique qui vous fait revivre continuellement ce que tu as vécu, c'est intolérable. On ne peut pas. Et c'est là où si on est seul et si on n'est pas pris en charge, c'est là où on va devoir mettre en place des stratégies de survie qui peuvent être de 2 sortes. Soit l'évitement, on évite tout ce qui peut rappeler l'événement et qui peut réenvahir la tête qui peut rappeler les mauvais souvenirs. Donc on évite tout, on bouge plus, on a des phobies, on a des obsessions, on est tout le temps en train de se laver, on ne sort plus, on évite plein de lieux, on ne supporte plus certains aliments, personne ne peut vous toucher, enfin voilà. Ou alors, on va mettre en place une stratégie, ce qu'on appelle une stratégie anesthésiante, pour s'anesthésier, pour anesthésier cette mémoire traumatique, pour ne plus la ressentir. On va mettre en place des stratégies comme des conduites addictives, de l'alcool, de la drogue, qui vont complètement de nouveau déconnecter les personnes. C'est exactement ce que moi j'avais mis en place, c'est des mécanismes d'autodestruction, donc le sexe sans limite, l'alcool, on n'est pas borderline, on va être jusqu'au boutiste, on va se faire du mal jusqu'à ce que notre organisme le lâche. Voilà. Et effectivement, la violence, le sexe, l'argent, tout était dans l'excès, en fait. Voilà. Alors, en fait, on peut pas échapper à l'horreur et quasiment à une mort imminente. Bah, à ce moment-là, la seule chose qu'on a en tête, c'est d'essayer d'anesthésier ça, c'est-à-dire de calmer ça, de sortir de ça. L'alcool, la drogue, ça permet effectivement de se dissocier, de ne pas le ressentir. Ce qui peut paraître plus étrange, c'est la mise en danger. Ça va avoir le même effet. Pourquoi ? Parce que si on se met soudain en danger, si on se scarifie, si on se cogne la tête, si on prend une moto et qu'on roule n'importe comment, si on se met en danger, on se bagarre en différentes façons ou de façon aussi avec des conduites sexuelles très à risque, si on se met en danger, à ce moment-là, de nouveau, il y a un stress qui monte. Le danger, il est tellement incohérent que de nouveau, ça va être sidérant, ce danger, et de nouveau, ça va faire disjoncter le cerveau. En fait, on remet en... Oui. Système qui s'est... problème de connexion. Ouais,
Ça va? Là, c'est revenu. Voilà. On remet en marche le système qui est arrivé au moment des violences. Donc, on refait disjoncter son cerveau, mais on ne sait pas qu'on le fait, mais on sait que ça marche. Donc, on se tape très fort sur la tête, on casse quelque chose, on se mord, on se met en danger de toutes ces défaçons, et d'un seul coup, ça calme. Ça calme parce que, en fait, le cerveau disjoncte, et il y a une anesthésie émotionnelle. Sauf que c'est extrêmement... un mal qui nous fait du bien. Voilà. Alors, ça fait pas vraiment du bien, mais c'est un peu comme de la drogue. Ça nous apaise. Calmer. Et je veux dire, on échappe à une sensation qui est tellement insupportable. J'avais une jeune patiente qui, elle, quand ça commençait à monter, elle se mettait sur le rebord de la fenêtre au 5e étage avec un Walkman et elle se balançait. Je veux dire, c'était une situation de danger, mais atroce, mais ça calme. C'était bien moins pire que de revivre le viol qu'elle avait subi à 7 ans. Et c'était préférable en quelque sorte. Ça permettait. Alors du coup, ça paraît fou, mais c'est très très logique. Mais c'est parce que les personnes justement ne sont pas protégées, ne sont pas prises en charge qu'elles ont recours à ça. Alors du coup, on peut les regarder comme en se disant que mais ils font n'importe quoi, ils sont tarés, c'est n'importe quoi. En plus, la mémoire traumatique, quand on revit une mémoire traumatique, on réentend. On a l'impression d'être de nouveau en grand danger, on peut avoir l'impression que quelqu'un rentre à nouveau dans une pièce pour nous attaquer, on peut avoir l'impression d'être touché, on peut entendre des voix. Et si on dit ça à un psychiatre lambda, il peut considérer que vous avez des hallucinations, que vous avez des trucs alors que c'est pas du tout le cas, c'est simplement traumatique. Alors, il y a une question qui passe. Pardon, il y a une question qui est passée qui était intéressante. Bébé, comment ça fonctionne? Alors, moi je le dis souvent dans mes interventions, avant 5 ans, on est peu à avoir de souvenirs. 4 ans, ouais, disons 4-5 ans, voilà, pas de souvenirs avant. Par contre, le corps, il imprime. Et moi, j'en ai parlé la dernière fois avec Andrea. J'ai une victime que j'ai accompagnée. Quand elle couchait avec son mari, elle avait cette sensation de strangulation. Et elle sentait un problème respiratoire immédiat. Et en fait, avec un travail, avec des psychologues spécialisés, tout est revenu à la surface petit à petit. En fait, c'était son grand-père qui l'a violée quand elle avait 2 ans et qui l'étranglait, qui lui bouchait la bouche pour pas qu'elle crie et tout ça. Et en fait, donc son corps a imprimé, c'est son corps qui a parlé à sa place. Est-ce que tu peux l'expliquer ça pour les enfants, voilà, qui ont ces effets? En fait, la mémoire, les mécanismes traumatiques et la mémoire traumatique, la dissociation, tout ça, ce sont des mécanismes non seulement universels, mais qui existent même avant la naissance, même au 3e trimestre de grossesse, même quand une mère qui est enceinte, qui subit des violences, le bébé va avoir un impact psychotraumatique. Dès la naissance, il va y avoir tous ces mécanismes que je viens d'expliquer. Donc un bébé va pouvoir être traumatisé, même s'il paraît ne pas pouvoir comprendre en fait théoriquement avoir aucun souvenir de ce qui lui est arrivé. Donc longtemps on a pensé que tout ce qui arrivait aux petits c'était pas grave. De toute façon comme il n'aura pas de souvenir, voilà. Non, parce que la mémoire traumatique elle s'installe et c'est une mémoire traumatique qui est une mémoire traumatique visuelle, c'est une mémoire traumatique sensorielle, justement là c'est les sensations, c'est une mémoire traumatique auditive, donc tout ça, ça va revenir. L'amygdale cérébrale, elle est vraiment active dès le 3e trimestre de la grossesse, dès la naissance, et elle va faire vraiment tout son travail de ça ensuite pour envahir la personne. Mais j'ai une jeune patiente par exemple qui a été violée par le mari de sa nourrice et qui a revu toutes les scènes de viol. Elle avait pourtant, c'était entre 18 mois et 2 ans et demi. Donc, du coup, cette mémoire traumatique, c'est pas une mémoire autobiographique, donc elle ne fonctionne pas comme la mémoire autobiographique, elle fonctionne totalement différemment, et elle a engrangé l'événement. Et en fait, pourquoi on l'engrange aussi? C'est que d'une certaine manière, c'est aussi parce que c'est tellement grave, c'est tellement dangereux, c'est tellement une atteinte à la survie de la personne, que du coup, le cerveau retient cet événement-là, et tout le temps en train de le faire revenir, pour qu'on y échappe. Et dans un sens, tant qu'on n'a pas
identifier réellement ce qui s'est passé, tant qu'on n'a pas compris la stratégie de l'agresseur, tant qu'on n'est pas en sécurité, tant qu'on n'est pas vraiment qu'on n'est plus du tout exposé aux violences, c'est un peu comme si ce système-là, cette amygdale cérébrale, était tout le temps en train de rappeler le danger, continuellement. C'est ce qu'on vit d'ailleurs quand on a failli avoir un accident avec un camion, par exemple, quand on conduit. Aussitôt qu'on voit un camion, on a un stress. Enfin, ça nous alerte. C'est un système d'alerte. Mais il faut que ce système d'alerte, il se mette pas à fonctionner comme ça tout le temps, parce que justement, on n'a jamais été protégé, parce que justement, on a une société qui est dans le déni total. C'est aussi tout ça qui fait que les conséquences psychotraumatiques sont aussi graves. C'est que les personnes restent avec leur trauma exposés à des violences, que les agresseurs sont le plus souvent jamais inquiétés, et que du coup, on est dans un contexte qui reste dangereux. Donc nous, notre boulot, c'est de sécuriser au maximum aussi. Exactement. Donc on a parlé des mécanismes d'autodestruction, on a parlé ce qu'est l'amnésie et la dissociation. Si on parlait un peu des signaux, les signaux que va envoyer une victime. Alors, moi, les signaux que j'envoyais à mon époque, donc c'était cette violence tout d'un coup qui m'était arrivée, alors que j'étais quelqu'un jusqu'à 11 ans et demi, très calme, et tout d'un coup, voilà, j'ai des excès de violence. Et donc ça a été le premier. Après, ça a été l'alcool. Après, ça a été le sexe. Et puis tout se mélangeait après. L'un était l'excuse pour l'autre, et ça passait comme ça entre les mailles du filet. Donc, quelques signaux que peut envoyer un enfant victime. Oui, alors effectivement, ce que l'entourage peut voir pour un enfant victime, c'est sa souffrance. La mémoire traumatique, c'est une grande souffrance. Ça peut être des angoisses très importantes, des phobies, des obsessions, ne pas supporter la saleté, c'est tout le temps en train de se laver, ne pas supporter certains aliments, des troubles de l'alimentation. Ne pas supporter d'être dans le noir ou ne pas pouvoir dormir la nuit parce que justement l'agression s'est passée la nuit et dans le noir, et que du coup être dans le noir et la nuit, c'est hop, ça allume, donc il faut de la lumière. Donc il va y avoir comme ça plein de symptômes comme ça. Il y a effectivement ce que tu es en train de dire, c'est vraiment la mémoire traumatique qui est envahissante chez un tout petit qui ne comprend pas. Donc il va remettre en scène, il va être envahi par l'événement, envahi par les paroles de l'agresseur, envahi par sa violence, il va ressortir cette violence. C'est-à-dire que c'est pas l'enfant qui, en fait, est violent, il le rejoue, malgré lui, avec la mémoire traumatique qui l'envahit, la même scène de violence. C'est comme ça qu'un enfant qu'on a voulu étrangler, par exemple, peut se mettre à étrangler, ou qui a été témoin par exemple, son père a essayé d'étrangler sa mère, il va se jeter sur quelqu'un et l'étrangler s'il est d'un seul coup stressé parce qu'il y a eu un grand bruit ou un cri. Il va rejouer la scène. Un enfant qui a été agressé sexuellement, il peut tout petit, il peut à l'école maternelle d'un seul coup se mettre à se masturber, à se déshabiller, à déshabiller un autre enfant. Il rejoue une scène. Il peut se mettre à tenir des propos totalement inadaptés pour son âge, avec des propos sexualisés. Voilà, très sexualisés, injurieux. C'est pas les siens, c'est ceux de l'agresseur. C'est que la mémoire traumatique, elle contient la victime, sa terreur, mais elle contient l'agresseur. C'est-à-dire qu'il peut être, par exemple, il y a un grand bruit, il peut être terrorisé, se cacher, et puis en même temps hurler des injures et essayer de taper tout le monde. Il peut être à la fois, du coup, c'est un peu comme si il rejouait à la fois lui victime, mais aussi l'agresseur. Et c'est ça ensuite on va aussi aider les personnes à se dire non, ça t'appartient en tant que victime, ça c'est normal que tu sois terrorisé, que tu ressentes ça, mais ça appartient à l'agresseur. C'est-à-dire que cette violence, la peur que tu passes à l'acte pour pas mal de choses, c'est pas toi, c'est l'agresseur en toi. Et du coup, ça bascule. Et donc effectivement, il y a l'urticaire. Bon, je vois effectivement de l'eczéma, on peut développer de l'eczéma. Après, il y a les insomnies, la boulimie, l'anorexie, l'introversion, l'extraversion, et tout ça, ce sont effectivement des signaux que vont envoyer les victimes. Oui. Les scarifications, il y a des scarifications chez les adolescents. C'est toutes les conduites à risque, bien entendu, mais c'est aussi toutes les conduites d'évitement. À chaque fois, tout ça est très cohérent. C'est-à-dire que l'alimentation, les aliments qu'on ne peut pas manger, c'est des aliments qui se rapportent aux violences qu'on a subies.
Et on peut réagir soit en ne mangeant pas du tout, ou alors en mangeant beaucoup trop, parce que on est soit dans la conduite d'évitement, où on restreint, soit on est dans la conduite dissociante, où on va manger des trucs dégoûtants pour disjoncter. Vous voyez, tu vois, enfin, on passe d'un registre à l'autre. C'est comme ça aussi que, bon, par exemple, des filles qui ont subi des violences sexuelles, on peut pas personne peut les approcher. Il n'est pas question qu'il y ait la moindre connotation sexuelle dans leur rapport avec les garçons. Et puis quand elles vont mal, elles peuvent aller sur Internet et soit regarder des films porno qui vont les dégoûter tellement qu'elles vont disjoncter, ou alors se brancher avec des agresseurs et se déshabiller sur Internet pour disjoncter. Donc il y a une chose et son contraire, mais tout ça est logique. C'est à chaque fois des stratégies, et c'est les stratégies qu'on peut mettre en place qui sont là. Alors ce qui est important, c'est que, bien entendu, qu'il y a plein de symptômes de souffrance. Il y a aussi les idées suicidaires, les idées noires, des dépressions, des troubles anxieux, des crises d'angoisse, une grande anxiété, un stress continuel. Les victimes, souvent, dans ces cas-là, elles sont en hypervigilance, elles sont tout le temps en train de sursauter, de tout surveiller. Il y a donc les idées noires avec des idées suicidaires. Donc, il y a ce chiffre que tu donnes sur les idées suicidaires, c'est qu'un enfant sur 2 victime avant 15 ans fera une tentative de suicide dans sa vie. C'est un chiffre qui est quand même énorme et qui fait quand même peur. Un enfant sur 2 qui fait une tentative de suicide, un enfant sur 2 qui peut faire des épisodes dépressifs à répétition, un enfant sur 2 qui peut avoir des conduites addictives, un enfant sur 3 qui a des troubles alimentaires. Donc, et puis beaucoup de symptômes aussi physiques avec des problèmes cardiovasculaires, des problèmes immunitaires, digestifs, gynéco, enfin bon, il y a plein, des douleurs, etc. Donc c'est un impact très lourd, mais tout ça, c'est vraiment aussi important à avoir en tête. Ça peut s'éviter, parce que si on protège, si on identifie l'enfant, si on le protège, et si on traite cette mémoire traumatique, et on traite les blessures neurologiques, c'est exactement comme des fractures, ça peut se traiter, et le tissu neurologique est extraordinaire, il peut se réparer. À ce moment-là, on peut éviter toutes ces conséquences qui peuvent avoir des conséquences très lourdes et qui peuvent aussi entraîner une grande précarité. On sait que les personnes qui ont été victimes de violences dans l'enfance, de maltraitance, de violences sexuelles, sont aussi, il y en a 1 sur 2 qui peut avoir des épisodes de précarité très importantes, ensuite de marginalisation, tout ça, et d'échecs scolaires, tout ça, ça peut être évité. Donc, alors je te coupe un peu parce qu'il y a beaucoup de questions, Muriel. Et comment aider la justice pour qu'elle comprenne tous ces mécanismes? Mais tu peux en parler puisque toi, je sais que tu formes les magistrats justement sur toute cette thématique-là. Absolument essentiel, parce que sinon c'est une catastrophe, parce que la méconnaissance de la sidération, de la dissociation, de la mémoire traumatique, des conduites dissociantes, de l'amnésie traumatique, fait que non seulement, alors que ce sont des preuves et que c'est des conséquences universelles et normales des violences, on va les reprocher aux victimes et leur renvoyer ces éléments, ces conséquences, comme si ça mettait en cause leurs paroles, leurs témoignages et leur activité. Donc on sait que par exemple, quand on porte plainte pour viol, donc il y a déjà très peu de victimes qui arrivent à porter plainte, 10% pour les adultes, 4% pour les enfants, mais c'est 73% de ces plaintes qui vont être classées sans suite justement par méconnaissance. Parce que tout va être utilisé pour dire non, mais en fait, on peut pas le prouver, on peut pas prouver la contrainte, la menace, la surprise. Alors ça, on pourra peut-être y revenir avec le seuil d'âge parce que c'est complètement effarant. Mais du coup, je veux dire, puisque l'enfant a été sidéré, qu'il n'a pas bougé et qu'il n'a pas pu se défendre, eh bien, ça veut dire que finalement, il était consentant ou en tout cas qu'il n'a pas été contraint. Donc, on va pas juger. Alors, c'est essentiel de former les magistrats. Ça fait 8 ans qu'on les forme en continu et ça fait 4 ans maintenant qu'on les forme en initial à Bordeaux. Et ça commence à donner quelques résultats, mais il y en a encore trop peu. Et puis, il faut former les médecins. Il y a de plus en plus de gendarmes qui sont formés quand même. Enfin, c'est pas mieux, c'est mieux qu'avant quand même. On n'est pas au top, mais la situation s'améliore. Il faut avoir quand même un discours positif. Ouais, voilà, la police et la gendarmerie, la plateforme sur les violences sexistes et sexuelles, ce sont des gens qui ont été formés. Il faut vraiment pas hésiter à aller tchatcher sur ces plateformes parce que ce sont des gens formés et qui sont capables de comprendre. Il faut que ce soit aussi les médecins qui soient formés. On se bat pour les former.
Donc on a pu enfin avoir des centres de psychotraumatologie qui ont ouvert. On va en avoir 5 supplémentaires pour les enfants. Et on veut qu'ils fassent un dépistage systématique. Il ne faut pas attendre que ce soit les enfants qui expriment leur souffrance à tel point que les gens sont obligés de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut pouvoir les dépister bien avant, et pour ça, il faut leur poser la question régulièrement si il n'aurait pas arrivé quelque chose, si on leur a pas fait quelque chose qui les a mis très mal à l'aise, qui les a dégoûtés, qui leur a fait mal, avec quelqu'un qui a été méchant avec eux. Il faut aller vers les enfants, il ne faut pas attendre que ce soit eux qui organisent leur survie et leur défense. Ça, c'est vraiment essentiel. Alors, désolé, mais j'ai les questions qui défilent à une vitesse grand V. Je ne vois pas tout. Ça veut dire quoi l'hypersexualité? En fait, c'est quand tu as un comportement, tu multiplies les conquêtes et tu peux l'expliquer, mais alors, le problème d'un enfant, c'est quand il a subi des violences sexuelles, il a en fait une mémoire traumatique de ce qui s'est passé, des phrases qu'on lui a dites, de l'excitation de l'agresseur, des actes qu'il a subis, qui ensuite vont l'envahir continuellement. Et s'il n'est pas informé, s'il ne sait pas ce que c'est que la mémoire traumatique, il va considérer que c'est lui qui a une obsession en fait sexuelle. Et que d'une certaine manière, pour pouvoir échapper à ces images, à ces sensations insupportables, il peut, du coup, par exemple, les enfants peuvent se masturber compulsivement pour essayer d'éteindre ces sensations-là, ou ils peuvent avoir effectivement de multiples partenaires pour éteindre ça. Mais c'est pas de la sexualité avec un désir de rencontre, quelque chose qui est un bonheur de pouvoir avoir des relations sexuelles avec quelqu'un que l'on désire et avec qui on est bien. Après, il y a Andrea qui vient de nous rejoindre, Andrea Bescon, que je salue, ma banquise. On est la preuve qu'on peut s'en sortir. Aujourd'hui, vous nous voyez, je crois qu'on a le sourire jusqu'aux oreilles, on n'a plus aucun soupçon de haine. En nous, on a beaucoup d'amour à donner. Et voilà. Alors moi, là, on m'a posé la question comment j'ai été suivi. J'ai été suivi par une psychologue, victimologue. Et alors, on va en parler. J'avais la peur de l'abandon et j'ai traité ça avec le MDR. Donc on en a parlé tout à l'heure en off, Muriel. Alors nous, on a une psychologue dans l'association qui aide les victimes, bien sûr, qui est en train de travailler et d'apprendre justement le MDR. Est-ce que tu peux nous parler de cette méthode, le MDR, et ce que tu en penses, parce que c'est être clair et honnête avec tout le monde. Voilà. Alors, il faut distinguer, c'est un peu comme avec une fracture. Quand on a une fracture, il y a plusieurs choses qui vont permettre le traitement de la fracture. Il y a le fait qu'il faut traiter la douleur, il faut enlever le symptôme douleur, mais il y a le fait qu'il faut protéger aussi, qu'il faut mettre un plâtre. Et mais il faut aussi que l'os se répare, et pour que l'os se répare, il faut remettre tout pour réduire la fracture en quelque sorte. Ça, c'est la psychothérapie de fond, c'est la psychothérapie humaniste, intégrative, c'est vraiment celle qui permet vraiment de traiter la mémoire traumatique, de pouvoir de nouveau être soi-même, de pouvoir échapper en fait à une colonisation continuelle et la colonisation des violences et de l'agresseur. Mais bien entendu que par exemple les antalgiques peuvent être utiles. Enfin, quand on a mal, on peut pas rester avec eux. Donc on peut avoir recours à des médicaments. On peut diminuer le stress aussi qui allume continuellement avec le propranolol, les bêta-bloquants. Et on peut aussi mettre une sorte de plâtre léger en quelque sorte. Mais c'est plutôt le MDR, c'est plutôt des prises en charge à court terme pour des thérapies vraiment. À un moment donné un symptôme, mais c'est pas un traitement de fond. Le traitement de fond, il faut le faire. Et c'est la psychothérapie, et c'est pas magique, hein, sinon. Mais on peut coupler les deux. On peut coupler les deux, effectivement. J'utilise pas le MDR, j'utilise que la thérapie intégrative. Après, mais moi j'utilise le propranolol par exemple pour apaiser les gens, diminuer le stress, voire aussi un peu certains médicaments à certains moments quand c'est vraiment trop douloureux. Mais le fond, c'est de vraiment remettre le monde à l'endroit, remettre tout ce qui a été explosé par l'agresseur, le remettre vraiment à sa place et puis remettre le puzzle dans le...
Voilà, remettre le puzzle, et puis pouvoir se débarrasser, parce que tu le disais, et ça revient, c'est-à-dire que on a une mémoire traumatique de l'agresseur qui est horrible. C'est-à-dire que l'agresseur et sa violence, sa volonté de détruire, sa cruauté, est tout le temps en train de revenir en soi, et on peut même avoir peur d'être un monstre quand on est une victime. Il y en a qui reproduisent. Alors, il y en a qui reproduisent, qui s'associent qui s'identifient à ça et qui se mettent en position dominante, mais l'immense majorité, heureusement, des victimes vont vivre avec la peur au ventre de passer à l'acte ou d'être un monstre, alors qu'elles ne le sont pas. C'est simplement qu'elles ont un agresseur qui continue à dire des horreurs sur elles-mêmes. De toute façon, t'es nul, tu vaux rien, ou oui, le dénigre, ce dénigre. T'aimes ça. Les horreurs que tu es en train de te faire, tu aimes ça. Et c'est ça qui revient continuellement. Et ça, faut se débarrasser de ça. Et ça, par exemple, pour les victimes d'attentats, peu de temps après, ils nous ont appelés au secours parce qu'ils nous disaient, cet attentat, ça nous a changé, on a l'impression qu'on veut tuer tout le monde. On a ça en tête. Sauf que c'était pas eux qui voulaient tuer tout le monde, c'était bien les terroristes, mais c'était pas eux. Et il y en avait un autre qui justement, lors de l'attentat qui a suivi à Bruxelles, me dit, mais c'est horrible, je me suis mise à éclater de rire quand j'ai entendu l'attentat. Je suis un monstre, il faut m'hospitaliser, il faut que je me tue, alors que c'était les rires des agresseurs. Donc on peut avoir comme ça un comportement complètement incohérent par rapport à ce qu'on veut être. Et nous, notre travail, c'est de faire en sorte que tu redeviennes la personne que tu as toujours voulu être et que tu étais avant les violences. Ou parfois, malheureusement, il y a des enfants qui ont connu que des violences, mais qui découvrent enfin ce qu'ils veulent être. Et c'est tout ce travail-là que l'on fait avec les victimes et qui est très beau en fait, et qui permet de restaurer et d'être libre en fait. D'être libre, ouais. D'apaiser. Je suis persuadé depuis plus de 15 ans de souffrir d'amnésie traumatique, mais toujours aucun souvenir. Est-ce possible que je me trompe complètement et qu'il ne se soit jamais rien passé? Alors, l'amnésie traumatique, je vous ai dit, c'est fréquent, ça peut durer 20 ans, ça peut durer 30 ans, ça peut durer 40 ans. Le plus souvent, l'amnésie traumatique, elle n'est pas absolument totale, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il s'est passé quelque chose, on sait qu'il est arrivé quelque chose, et souvent on a ce qu'on appelle des souvenirs écrans, des souvenirs qui datent de juste avant, par exemple, l'agression. On reste bloqué avec une sorte d'arrêt sur image, sur quelque chose, mais on n'a pas la suite. Donc ça vaut la peine d'explorer et dans l'ensemble, si les personnes ont l'impression d'avoir une amnésie traumatique, c'est déjà qu'ils ont une souffrance, qu'ils ont des symptômes, qu'ils ont remarqué que, par exemple, pour les sexuels, que dans la sexualité, il y a plein de trucs qui sont des blocages, des blocages, des comportements complètement incompréhensibles, des troubles alimentaires, etc. Donc, des dépressions, des idées suicidaires qui tombent dessus, parce que c'est la mémoire traumatique aussi, avec une sorte de désespoir, où, en fait, ce qu'a renvoyé l'agresseur pour dire, tu vaux rien, t'es qu'un objet, tu mérites pas de vivre, je t'écrase, je te détruis, voilà. De toute façon, tu l'as bien cherché, donc il va le mettre le sentiment de culpabilité. Et cette propagande, en quelque sorte, ce discours agresseur horrible revient continuellement, et on peut avoir l'impression qu'on pense ça de soi. Et qu'on s'entend aussi. Il faut se libérer de tout ça, mais il faut le comprendre, il faut le travailler. Et en tout cas, pour revenir à l'amnésie traumatique, ça vaut la peine d'évaluer, de faire une évaluation, parce que ça, justement, nous, ce qu'on demande, on demande qu'il y ait une levée de la prescription pour un obstacle majeur qui est l'amnésie traumatique. C'est-à-dire, tant que les gens sont en amnésie traumatique, ils ne peuvent pas porter plainte. C'est pas eux qui ne veulent pas porter plainte, c'est pas eux qui ne peuvent pas dans les délais, ils ne peuvent pas le faire. Et que du coup, ça a été voté au Sénat, et nous, on est en train de revenir à la charge pour que ce soit, parce que ça a disparu en commission mixte paritaire et ça n'a pas été voté dans la loi Schiappa, mais on veut absolument que ça soit voté, tout comme quand il y a des victimes en série par un même agresseur, c'est d'une injustice effroyable que certaines victimes qui ont subi les mêmes choses avec le même agresseur ne puissent pas aller en justice, alors que d'autres, parce que les faits sont pas prescrits pour eux, puissent y aller. Il faut que tout le monde puisse y aller. Et du coup, ça aussi, ça avait été voté au Sénat. C'est une levée de prescription pour ce qu'on appelle des crimes sériels, des crimes en série, avec un même acteur. Ça avait été voté à l'unanimité. Ça a disparu en commission mixte paritaire. Et on le veut absolument. Par exemple, pour les victimes de l'Osquarnec, il y en a beaucoup pour lesquels les faits sont prescrits.
Or, il a continué. Il y a plein d'autres victimes, c'est toujours les mêmes. Et puis, on a les preuves, les justifications qui nous sont souvent renvoyées pour la prescription, qui sont parce que nous, on est pour l'imprescriptibilité, qui sont oui, mais on peut plus avoir les preuves, etc. De toute façon, c'est totalement faux, parce que dans beaucoup de situations, justement, il y a plusieurs victimes, il y a plein de traces, il y a la mémoire traumatique, il y a tous les troubles que la personne a présentés, il y a les personnes à qui elle a parlé, parce que souvent les victimes, elles sont 65% à parler, mais elles mettent à peu près 14 ans à parler. 65% qui arrivent à parler, elles mettent 14 ans, mais les 3/4 ne sont pas entendus. C'est-à-dire qu'elles parlent, mais il se passe rien. Donc il faut que ça change aussi. C'est-à-dire que si on entend un enfant qui parle, un jeune ou un jeune adulte, il faut absolument, bien entendu, l'accompagner. Alors ça, nous, on a fait des fiches d'ailleurs d'accompagnement, de comment entendre, comment accompagner, comment protéger ces victimes-là. Mais donc, il suffit pas de dire aux enfants, faut parler. S'ils arrivent à parler, mais ils peuvent aussi être menacés, ils peuvent avoir des pressions épouvantables, ils peuvent être manipulés, ils peuvent avoir beaucoup de mal à mettre des mots sur ce qui leur est arrivé, à comprendre ce qui s'est passé. D'où l'importance de faire de la prévention. Ça y est, cool, il t'a pas. Pourquoi il a pas? Je sais pas. Vraiment. Mais là, en plus, vraiment, je suis compris, j'ai rien fait. on a un petit décalage. Bon, ouais. Donc, je sais plus où c'est qu'on en était. Je voulais parler du seuil d'âge, une lutte, enfin un combat super important pour obtenir un âge en dessous duquel on n'est pas à prouver la contrainte, la menace, la violence et la surprise, que de toute façon commettre des actes sexuels, c'est forcément un viol ou une agression sexuelle. Donc, c'est pas passé, en fait. À la place, redéfinit la contrainte et du coup, ça a rien changé. Et ça, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles, la plupart du temps, les plaintes sont classées sans suite ou il y a un lieu à cause de ça, parce qu'on les transforme soit en atteinte sexuelle, on dit qu'on n'a pas pu qualifier la contrainte. Donc, il suffit que l'agresseur dise non, en quelque sorte, c'est à peu près ça. Enfin, c'est monstrueux. Donc, là, il faut que tout le monde... du coup, là, il y a une mission avec le gouvernement, avec... Marlène Schiappa a arrêté de dire qu'elle reconnaît qu'il y a des dysfonctionnements de nouveau. Et il y a Alexandre, une députée, qui a fait une mission et on nous a auditionné. Tu as été auditionné, j'ai été auditionné. Des militants sont auditionnés, des experts. Et là, on espère qu'on va être entendu et qu'il va y avoir partout en Europe. On est vraiment un des rares pays à avoir encore une définition qui est la même pour les violences pour un adulte que pour un enfant. Alors, c'est pas du tout du même ordre. Autant un adulte peut être effectivement consentant à une pénétration sexuelle, par exemple, autant un enfant, il n'y a pas de possibilité de consentement qui soit valide et qui soit voilà, c'est absolument pas possible. Évite de bouger, Muriel. Ça coupe encore. On a tous cette maladie quand on est au téléphone, on tourne. Bon, moi alors il y a une mauvaise connexion, désolé, il y a une mauvaise connexion encore, vraiment désolé. On va essayer de se caler avec peut-être une meilleure connexion un autre jour. En tout cas, on a répondu à pas mal de questions, pas à tout bien sûr, parce que ça défile très vite quand on est en live et on voit tous ces commentaires. Ça veut dire que vous étiez nombreux quand même à nous suivre. Muriel, je te remercie. Vite fait, comment se passe ton confinement ces jours-ci? J'ai beaucoup de travail parce que j'ai beaucoup de personnes en téléconsultation, beaucoup de situations d'urgence à gérer, beaucoup d'actions aussi à faire. Donc en fait, je suis confinée, mais je suis surchargée de travail. Mais j'ai le jardin. Heureusement, j'ai de la chance. D'accord. Bon, et merci toi en tout cas. Ça a été, moi, c'est du travail, des victimes, on développe avec
On développe avec les fédérations des actions qui vont venir à la rentrée. On développe aussi les colosses sur le terrain. On risque d'ouvrir plusieurs antennes sur le terrain. Et voilà, on essaie d'être disponible aussi via ces lives qui sont intéressants. Mais bon, là, on a un petit problème de connexion, mais c'était rigolo au final. En tout cas, moi, je te remercie, Muriel, pour avoir participé. Peut-être qu'on en refera un autre, parce qu'il va y avoir un peu de frustration, je pense, par rapport à ce soir. Mais merci infiniment pour ta participation. Je crois que tu veux essayer de dire quelque chose, mais ça coupe. Merci, et alors merci à tous, et vous pouvez essayer de nous envoyer des messages si vous voulez, on essaiera d'y répondre rapidement.